Révisons une fois de plus ensemble ce que chez TV Thémiste et TVC9, on considère devoir retenir l'attention dans l'actualité des derniers jours. Madame, monsieur, jeune homme, jeune femme, bienvenue. Je sais, il m'arrive de m'éloigner un peu du Témiscamingue dans ce bulletin de nouvelles. D'abord, c'est que je dois me rappeler qu'avant de passer au Témiscamingue, certaines histoires passent par l'Abitibi et l'Ontario avant de se développer peut-être davantage chez vous ou avoir un intérêt chez nous. Par exemple, le trafic d'armes qui doit-on se surprendre compte tenu de l'évidente présence du crime organisé aussi dans notre région, explique l'attention portée à cette forme de criminalité par le service des enquêtes de la Sûreté du Québec. Bien sûr, Val-d'Or étant à peu près à un peu plus de 2 heures ou 200 kilomètres de Notre-Dame-du-Nord, il peut être tentant d'emprunter cette voie pour le transport de matériel illicite. En ce moment, la police qui tient la stratégie Centaure est là pour mandat d'assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi lutter activement contre la violence armée au Québec. Centaure qui permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local, ciblant à la fois l'approvisionnement, l'importation, la distribution et la possession illégale d'armes à feu. Efficace grâce notamment à la délation, les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de l'Abitibi et Témiscamingue, les policiers et enquêteurs du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l'Or et du service de police de Lac-Simon, assistés du groupe d'intervention tactique de la Sûreté du Québec, ont perquisitionné le matin du 2 avril dernier une résidence dans le secteur Sullivan près de Val-d'Or. La perquisition s'est déroulée sur la rue Charret. Une femme de 31 ans, un homme de 39 ans ont été mis en état d'arrestation. Chez eux, les patrouilleurs ont saisi une mitraillette MK2, 8 armes de chasse, un silencieux pour armes à feu, plusieurs chargeurs d'armes à feu aussi, et environ 2500 munitions de divers calibres et pour compléter de la cocaïne, dont la quantité n'est pas dévoilée pour le moment. Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l'utilisation d'armes à feu peut être communiquée à la ligne d'information Centaure au 1-833-888-2763-888-ARMES. Les vols de voitures, de VCR et camions, d'objets aussi se trouvant à l'intérieur de ces véhicules sont nombreux et rapportent beaucoup aux revendeurs d'un bout à l'autre de l'Abitibi-Témiscamingue. Et jusqu'au jour où on se fait voler, beaucoup d'entre nous ne verrouillons pas nos portières tant dans nos cours que sur les espaces de stationnement. Raison de plus de se souvenir que les policiers, s'ils appliquent la loi, peuvent aussi enrichir leur ministère de la Sécurité publique en distribuant des contraventions d'au moins 60 $ à part les frais. Selon le Code de la sécurité routière, nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé de contact et verrouillé les portières. La vigilance et quelques règles de prévention s'appliquent. La fermeture des vitres, un espace de stationnement éclairé et achalandé, d'objets de valeur, colis, portefeuilles visibles et de signal Wi-Fi ou Bluetooth captable sont de rigueur. Tout vol, et ils sont nombreux, doivent être signalés au 911. Les travailleurs et travailleuses en centre de la petite enfance, nos CPE, poursuivent la lutte les opposants au gouvernement en attente depuis 2 ans d'un nouveau contrat de travail. Le 3 avril, des milliers de personnes, dont plusieurs des 7 installations de l'Abitibi et du Témiscamingue, ont pris la rue à Québec afin de manifester, souhaitant faire comprendre à François Legault qu'il doit écouter leurs solutions pour freiner la pénurie de personnel
essentiels et valoriser les emplois en CPE. Déjà, même si les pourparlers ne sont pas rompus, la négociation ne progresse pas assez rapidement. C'est pourquoi 2 autres jours de grève sont à l'agenda, les 7 et 8 avril, des débrayages qui, s'il le faut, conduiront les 400 CPE impliqués à la grève générale illimitée au Québec. Un scénario qui pourrait aussi survenir bientôt à la Société des établissements de plein air, la CEPAC, les syndiqués qui ont voté à 88,8% pour des moyens de pression lourds. Déficit oblige, malgré les montants élevés prélevés à votre salaire pour en payer les services, les coupures s'imposent au système de santé québécois, mais aussi une fois de plus dans nos centres hospitaliers. Dans la région, le CISAD, qui récemment a réduit de 14% son personnel d'encadrement, plus de 15% ses travailleurs en soutien administratif, annonce la suppression de 502 postes, une réforme interne qui doit, tout en préservant la qualité et la sécurité des soins, favoriser l'équilibre budgétaire. La direction prévient qu'à l'issue de la réorganisation, tous conserveront leurs emplois quand même. Bien, actuellement, c'est clair que le contexte est difficile. Puis ça, c'est de façon bien transparente nommé par les établissements du réseau de la santé, par Santé Québec et même par le ministre Dubé. Parce qu'on a des contraintes qui sont importantes. On doit rencontrer des objectifs avec une augmentation même des demandes, donc ce qu'on appelle, nous, les volumes, c'est-à-dire les usagers qui se présentent puis qui ont besoin de services. On a une population qui est vieillissante, donc on anticipe aussi une augmentation de demandes. Donc c'est sûr que le contexte est rempli de contraintes, je le dirais comme ça. Fait que c'est à nous à trouver les moyens pour s'assurer de mieux répondre ou bien répondre, ou de façon optimale répondre à l'engagement qu'on a envers la population. On est bien, c'est pour ça qu'on l'a nommé ce matin, on est conscient qu'on fait cette transformation-là, qui a un impact qui va être humain très important. On va tenter du mieux possible d'accompagner les personnes dans tous ces changements-là. On va vraiment même miser sur un processus individualisé, donc autant au niveau de la direction des ressources humaines. Maintenant, c'est quand même un droit qui est important dans notre contexte de nos conditions de travail, du réseau de santé, des services sociaux. Toute la notion de sécurité d'emploi vient avec une notion justement de pouvoir justement aller reprendre un poste à la hauteur de son ancienneté, de son expérience, etc. Donc, on va vraiment tenter du mieux de supporter les équipes qui vont vivre aussi ces changements-là, cette transformation-là. Donc, oui, on est conscient des impacts, mais maintenant, c'est vraiment le processus qui devra se faire pour permettre justement aux gens de retrouver un poste à la hauteur de leur ancienneté, de leur expérience. D'organisation, donc moi dans mon rôle, également toute la direction, puis tous les gestionnaires, on a un seul objectif, c'est d'assurer une offre de service à la population qui répond aux besoins, puis dans un contexte où on a des contraintes. Puis là, on a 2 grandes contraintes à lesquelles on fait référence aujourd'hui, contraintes de disponibilité de main-d'œuvre et contraintes de financement. Mais notre objectif, c'est de regarder avec les ressources qu'on a, donc là, je parle encore une fois de nos employés et du financement qu'on a, de quelle façon on est capable au mieux d'offrir des services à l'ensemble de la population, en respect de notre modèle, c'est-à-dire de proximité, partout sur le territoire, mais toujours en se disant qu'il faut garder en tête qu'il faut une priorité sur nos services prioritaires. Puis quand je dis les services prioritaires, c'est des services essentiels comme les services requis en urgence, les services aux clientèles vulnérables, et ça, on en a plusieurs dans notre établissement. La façon dont on fait actuellement les démarches, autant dans le contexte de se rapprocher de l'équilibre budgétaire que d'organiser nos services à la population, oui, je peux dire que je suis pleinement satisfaite. Je suis vraiment très fière des équipes actuellement parce qu'on a gardé le sens à travers tout ça. On fait des changements qui sont durables dans le temps parce que là, je fais référence aussi aux autres mesures qui vous ont déjà été présentées. Réduction des dépenses non salariales, révision de plusieurs processus administratifs. On a réduit de 15 % à la fois le personnel en soutien administratif, le personnel d'encadrement. Donc, tout ça est une démarche très structurée par étapes qui amène à garder en tête notre premier objectif, notre engagement vers la population, c'est de garder les services à notre population, les maintenir, les consolider et de façon durable dans le temps. Donc, je vous dirais qu'actuellement, oui, je suis pleinement satisfaite de ce qu'on fait. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, annonce que 5 projets de commerce de proximité
au Témis vont être soutenus et sont soutenus dans la circonscription pour un total de 285 838 $ pour être exact. L'annonce découle du premier rappel au projet qui s'est tenu dans le cadre du volet commerce de proximité du Fonds Région et Ruralité. Rénovation majeure de dépanneurs, installation de chambres froides, rénovation générale, distribution d'essence, système électrique, ventilation, achat d'un congélateur de prêt-à-manger et décoration, les commerces de proximité étant, selon lui, d'une importance vitale pour les municipalités témiscamiennes et témiscabitibiennes. Il dit espérer que d'autres commerces de notre région puissent en profiter dans les prochaines années. C'est vraiment un beau programme puis des belles annonces qu'on a aujourd'hui. On a annoncé donc pour 5 projets au Témiscamingue un montant total de 288 000 $. Et ça, c'est un programme qui est dans le Fonds Région Ruralité, qui est un programme global du gouvernement pour donner des fonds pour aider des projets dans le milieu. Il y a plusieurs facettes là-dedans, mais celui-là, particulièrement, ça s'appelle commerce de proximité. Et ce programme-là, donc, est pour aider les milieux plus éloignés un petit peu puis isolés, comme on pense, par exemple, au Témiscamingue, qui a beaucoup de petites municipalités. Puis c'est vraiment pour aider à garder des commerces dans les milieux pour garder la vitalité des villages puis donner du service à la population. Donc, 5 beaux projets, là. Puis je trouve que c'est vraiment un des programmes qui est le plus pertinent pour nos communautés. Et si vous me permettez, parmi les 5 projets, là, je peux les nommer. Le premier, entre autres, ça, c'est le dépanneur à Anglier, un montant d'un peu plus de 71 000 $. Il y a la quincaillerie de l'Est à la Tulipe, 150 000 $. Aussi, à Laverlechère, le Bonichois Neveu, 14 500 $. Il y a le magasin à Armigny, 29 600 $. Et le dernier, c'est la Société du patrimoine de la Rivière-des-Quinze, un montant de prêt à Guérin, près de 22 000 $. Donc, on voit, c'est le secteur Est et Nord, des beaux petits villages qui ont déposé des projets. Alors, puis qui ont eu des beaux montants qui vont être vraiment utiles. Ça, c'était le premier programme. Puis là, j'invite les gens, OK, dans les élus dans les autres municipalités, parce qu'il y a un nouvel appel de projet d'ici le 2 mai. Alors, moi, j'étais vraiment content que le Témiscamingue, qu'il y a des municipalités qui se mobilisent. Alors, j'invite les autres à déposer dans le prochain programme. Les autres activités, OK, qui soient de plaisir, de plein air, qui supportent la qualité de vie de la communauté, c'est aussi important. Et là, je vais me permettre aussi de souligner le travail de la MRC, qui, eux, sont au fait, quand on parlait là, au début du Fonds Région et Ruralité, c'est beaucoup piloté aussi, puis beaucoup d'informations vient de la MRC du Témiscamingue. Donc, et on travaille à cet égard-là avec les maires de chacune des municipalités pour vraiment informer les commerces, les gens de la situation des programmes disponibles dans les régions. OK, qu'on pense au Témiscamingue, qu'on pense, c'est de garder les régions plus éloignées, loin des grands centres, les garder dynamiques. Puis ça, je vous dirais, tous les députés, peu importe ici à Québec, d'où ils sont originaires, ceux des régions, peu importe le parti politique, on a tous la même volonté de travailler pour nos milieux, pour donner le plus de bénéfices. La prochaine rencontre du Conseil de la MRC de Témiscamingue n'aura lieu que le 30 avril, encore plus près du beau temps printanier et de la floraison qui l'accompagne. Normalement, ça nous laisse le temps d'élaborer un peu plus sur l'éclosion des travaux de nos élus et sur les fonds annoncés la semaine dernière via le programme Fonds Région Ruralité, parce qu'on a une autre distribution appréciée tout de même, des faits saillants qui retiennent notre attention de la séance survenue une quinzaine de jours après leur annonce. Le transport adapté et collectif qu'on va rencontrer bientôt a reçu un soutien financier de 8 000 $. Le TACT qui peut ainsi promouvoir des services de transport adaptés et collectifs
En agriculture, l'Union des producteurs agricoles qui peut lancer un appel d'offres pour l'étude des terres en friche. Le contrat pour réaliser l'étude analysant leur potentiel a été attribué à l'entreprise Groupe Pleine Terre pour un montant de 68 985 $. Aussi, la MRC de Témiscamingue qui planche sur son plan régional des milieux humides et hydriques une convention pour la mise en œuvre du plan territorial qui a été autorisé avec une aide financière de 289 550 $. En sécurité incendie, le Conseil capriaque de l'avis juridique concernant la gestion des services d'urgence en milieu isolé et a autorisé la mise en place d'une entente intermunicipale pour clarifier les responsabilités et les modalités financières liées au service. Enfin, partenaire au projet, le Conseil de la MRC de Témiscamingue qui a décidé d'engager les sommes résiduelles du Fonds Région Ruralité pour financer le projet stratégique en énergie renouvelable Onimiki qui a fait des rencontres au cours des derniers jours. Les élus régionaux s'engagent à contribuer au développement durable et à l'innovation sur le territoire. Maintenant, à la chronique Donald Trump vous fait-il mal? Même si ce qu'il souhaite faire, c'est laid, L-A-I-D. Il faudra qu'il soit un peu plus vache, diraient certains, pour déranger vraiment nos agriculteurs et la protection nécessaire de leur gestion de l'offre. Même si ce n'est jamais agréable de vivre sous la menace de se faire passer la traite, comme on dit, quelle que soit son intensité. Le producteur de lait et agriculteur de Saint-Eugène-de-Vigue, Michel Robert de la ferme Mondou et Robert, croit que la réaction des consommateurs répond de tout actuellement. On en a discuté avec le président des producteurs de lait de l'Abitibi-Témiscamingue. Plein de pression qui se vit depuis des années et encore plus récemment. Comment ça se passe au niveau de l'industrie actuellement, autant au niveau national que chez nous au Témiscamingue et en Abitibi-Témiscamingue? En fait, c'est sûr qu'on a juste à suivre l'actualité, puis force est de constater que le contexte géopolitique est très instable. Puis ça a des impacts sur nos producteurs parce que c'est sûr qu'ils se sentent concernés parce que souvent on parle de la production agricole, on parle de la production laitière. Je pense qu'il n'y a pas de panique à avoir. Je pense que pour l'instant, c'est pas risqué pour les producteurs. Les organisations provinciales et nationales font un devoir, un travail énorme en lien avec d'aller chercher des alliés au niveau des chambres de commerce, au lieu du conseil du patronat, les gouvernements. Puis les engagements sont très, très bien perçus, puis sont très, très bien faits aussi. Fait que moi, je pense qu'il faut voir ça sera quoi l'avenir, mais moi, je pense que dans le contexte actuel, on a besoin des producteurs qui gardent la tête haute, qui gardent la tête froide, qui prennent le temps de voir passer les choses. Les organisations font un excellent travail. La région, moi, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est les consommateurs, la réaction des consommateurs à cette menace-là. Moi, je pense que les consommateurs se sont tournés vers les produits canadiens, les produits québécois, les produits de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis je pense que ça, c'est un geste qui est symbolique, pas symbolique, mais qui a un impact majeur. Quand on regarde au niveau des produits laitiers, le petit logo de la vache bleue là, vient bien identifier les produits qui sont faits à partir de lait canadien, puis lait 100% canadien. Fait que moi, je pense que ça, c'est un point qui est important. Puis ça a un impact majeur dans l'appui là, en lien avec la gestion de l'eau. Fait que les gouvernements se sont positionnés clairement pour la défendre. Fait que c'est sûr qu'après ça, garde, faut voir les aléas ou le comportement de notre allié américain qui est rendu presque une menace. Fait que faut voir comment est-ce que les choses vont suivre, mais on suit ça de très, très près, puis moi, je pense qu'on est dans la bonne main par rapport à ça. Est-ce que M. Trump va voir qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, puis les œufs, on les cassera pas pour rien aux États-Unis, hein? C'est un peu dispendieux. Oui, c'est ça. Les œufs, puis moi, je pense que la production agricole, ça fait partie d'un droit d'un peuple là, par rapport à la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ça fait qu'en quelque part, on est sûr de ce qu'on va avoir à manger dans notre assiette. Fait que les gens sont sensibles à ça, puis ils voient l'importance de ça. Fait que je pense qu'il faut continuer à
à prendre ça en considération comme consommateur. Puis quand on va à l'épicerie, de regarder la provenance, ça a un impact majeur. L'aventure en série fut courte côté sport et sans aucun doute que les partisans s'ennuient, sûrement autant que le personnel d'entraîneur et plusieurs joueurs. Heureusement, on se prépare lentement à revenir au jeu. Ben oui, plusieurs ayant sûrement l'intention d'aller plus loin à l'issue de la prochaine campagne et certains ayant sans doute l'intention de se joindre aux Pirates de Ville-Marie. Comment se passe cette longue pause pour le propriétaire? Nous l'avons rencontré. Propriétaire des Pirates de Ville-Marie, Michel Roy, quel est l'état d'esprit là, en attendant la reprise des activités? Ouais, présentement, on prépare la saison prochaine déjà. Il n'y a pas grand temps mort. Hein? Nous, aussitôt que la saison finit, Marc-André est déjà à pied d'œuvre pour préparer la prochaine saison, suivre les joueurs qui jouent encore. Donc, on est là-dedans. On prépare le pré-camp aussi le 26 avril, si je ne me trompe pas. Donc, on n'arrête pas beaucoup. Est-ce que, bon, évidemment, on va pas loin en série, c'est décevant, mais on n'a rien à reprocher à la formation, là. Non, pas du tout. Cette année, c'était comme une année, je vous dirais, de transition. On avait la plus jeune équipe de notre histoire. Donc, on avait seulement 3 21 ans, comparativement, ordinairement, on a 7 21 ans. Cette année, on en avait seulement 3. On savait qu'on reconstruisait puis qu'on y allait avec les jeunes. Donc, on s'en attendait un peu. On a quand même bien fait. Écoute, on a pogné Wasaga, qui était une super bonne équipe, donc qui était physique. Donc, on est quand même satisfait des résultats. Puis, on a vu les jeunes progresser aussi. Puis, l'esprit d'équipe aussi avec l'avenue de Godette. Donc, ça l'a énormément aidé. 21 ans à qui on a dit pas adieu parce qu'on va peut-être les recroiser, mais ils ne seront plus de la formation. C'est toujours émotif à toutes les saisons. Ça, on ne s'habitue pas, hein? Non, on ne s'habitue pas. Il y en a qui sont là seulement une saison, mais encore là, on s'attache. Puis cette année, on a perdu notre capitaine Olivier Boucher, qui était là. C'est lui qui a le plus de matchs de jouer dans l'histoire des Pirates. Il était là depuis les tout débuts. Donc, c'est des grosses pertes à chaque année. On a des deuils à faire. Et on travaille déjà pour... bon, est-ce que déjà on a nos vétérans, nos gars qui connaissent la situation prêts à relancer la saison? Ben oui, on a toujours ceux qui reviennent à chaque année. C'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être avoir à se battre pour leur place, comme à chaque année. Il y en a qui, c'est ceux qui reviennent puis qui ont leur place, mais il y en a qui vont avoir à se battre. Cette année, il devrait avoir plus de 21 ans, vu qu'on n'avait pas l'année passée. Donc, les gars vont devoir faire leur preuve. Est-ce qu'on a des joueurs, comme à chaque année, qui arrivent d'autres organisations, de d'autres ligues? C'est à suivre. Nous, le but, c'est d'avoir une équipe compétitive comme à chaque année depuis 7 ans. Et Michel Roy n'est pas inquiet. Il va amener une équipe plus compétitive cette année, c'est certain? C'est sûr et certain. Je vous dirais qu'on se bat à chaque année, on fait notre maximum. Nous, notre but, c'est de gagner. C'est de développer les joueurs et de gagner. Donc, oui, c'est sûr que la grosse partie du travail de ce côté-là, c'est Marc-André Caron qui a fait. C'est lui le DG et l'entraîneur. Donc, c'est plus son volet à lui, mais je suis pas inquiète qu'il va nous mettre une super équipe sur la glace encore. Comment ça marche pour le Great Major Hockey League puis les Pirates de Ville-Marie, là? Bon, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un camp d'entraînement, je pense que c'est une journée à Rouyn-Noranda bientôt. Est-ce que c'est la seule visibilité, la seule possibilité de joindre l'équipe ou il y a d'autres occasions là, dans les prochaines semaines? Non, ben là, c'est le pré-camp, donc on évalue les jeunes, tout ça, puis les vétérans, c'est ceux qui viennent, ils viennent donner leur expérience, profiter de la glace. Marc-André se déplace beaucoup pour voir les joueurs durant les compétitions. Certains joueurs de l'extérieur nous envoient leurs vidéos aussi, ou qui jouent dans d'autres ligues, exemple, que ce soit Junior 3, Junior A. Donc, on peut suivre les vidéos. Sinon, on a notre camp aussi, qui est normalement fin août à Rouyn-Noranda, début septembre. Là, on a un camp là aussi. Donc, il y a plusieurs... Écoute, il y a des postes ouverts puis Marc-André n'arrête pas d'évaluer les joueurs. Et évidemment, bien sûr, on observe ce qui se passe partout dans la Ligue. On était très,
la relation, les relations et l'atmosphère de la Ligue était excellent quand il y avait de la compétition. On a Sainte-Terre, on a vu quand même s'ils étaient un peu plus faibles cette année, ils ont travaillé fort pour offrir du bon hockey. Et là, il y a possibilité, il y a des rumeurs, mais on peut pas toujours les commenter, mais on souhaite qu'elles se réalisent. Un possible retour du titan de Témiscamingue, c'est dans l'air. Oui, écoute, il y a des rumeurs. On pensait que c'était mort parce que les nouvelles étaient vraiment négatives. Là, il y a encore des rumeurs, mais je ne peux pas commenter parce que je ne suis pas au courant plus que ça. Donc, j'attends de voir. On a un meeting en mai à Toronto, donc j'imagine qu'on devrait avoir des nouvelles là. Veux pas, le repêchage s'en vient, les horaires. Donc, puis c'est quand même compliqué quand tu te prends une année de break, de recommencer, remonter l'équipe au complet. Donc, j'imagine qu'on va avoir des nouvelles de Pascal prochainement, là. Et c'est spécial parce que l'économie en Ontario comme chez nous au niveau forestier, c'est très difficile et il y a beaucoup de clubs du Great Major Hockey League qui dépendent de l'économie régionale. Oui, exactement. Donc, écoute, je ne sais pas du tout comment ils vont faire pour relancer. Pour ce qui était de la compétition, on sait qu'Almagouine revient. Ça, c'est une bonne nouvelle. Almagouine, qui avait quitté l'année passée, devrait avoir été vendu. On devrait avoir des nouvelles bientôt, mais eux, à 90 on m'a dit qu'ils revenaient. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que nous, notre enjeu principal au niveau de nos dépenses, c'est les frais de transport. Donc, aller jouer à Toronto régulièrement au lieu de jouer à Almagouine ou à Témiscamingue, ça fait une bonne différence sur notre budget. Puis ça fait une différence aussi sur la compétition. On a développé depuis plusieurs années une belle compétition avec West Nipissing. Sur la glace, c'est assez intense, autant ici que là-bas. Leur aréna est assez pleine, la nôtre aussi. Donc, on a développé cette rivalité-là. C'est pas comme c'était avec les Titans, mais c'est intéressant. On surveille ça de près, on se rend compte que on peut pas dire que saison morte chez les Pirates de Ville-Marie. On travaille fort pour ramener une équipe intéressante et je pense que les partisans ont hâte de vous retrouver. Ils ont été un peu déçus aussi, mais ils comprennent pourquoi et s'attendent certainement à une saison intéressante pour ce qui s'en vient. Oui, on va s'assurer de leur mettre encore une fois, comme à chaque année, une super équipe sur la glace. Michel Roy, merci d'avoir pris du temps pour nous parler. Bon été et bonne préparation. On a hâte de revoir la rondelle en jeu. Merci à vous aussi. Les terrains ne sont pas encore prêts, mais quand même, parlons baseball alors que la petite ligue de baseball du Témiscamingue nous apprend que 7 joueuses de la région sont sélectionnées pour participer au championnat canadien de softball petite ligue. Elles sont en campagne de financement d'ailleurs actuellement avec leur bon sirop. Encourager les Braves du Québec, Aude Bélanger et Elisabeth Monceau de Ville-Marie, Malianka Blais de Lorrainville, Léa Rose Boucher et Ariane Durocher de Guigues, Célina Lemieux d'Amos et Magali Ménard de Rouyn-Noranda. Rappelons que les inscriptions sont ouvertes actuellement pour les joueurs de 4 à 17 ans. Et terminons en parlant soccer. Soccer, oui, un sport fort populaire dans toute la région. Soccer Témis qui est à la recherche d'entraîneurs ou d'entraîneuses bénévoles, si ça vous intéresse. Là, on a besoin de vous. Les inscriptions de ce côté-là qui sont en cours aussi au centre à Témiscamingue depuis le 7 avril. Ça se poursuit jusqu'au 19. Ça coûte 60 $ pour les joueurs et joueuses de 4 à 18 ans. Eh bien voilà pour ce bulletin. On repart sur la route afin de dénicher d'autres nouvelles et de rencontrer pour vous des gens qui, dans la communauté, ont des choses à partager. On est aussi à la recherche de candidats pour l'élection fédérale, oui, du 28 avril.
facile de parler de ceux qui sont issus du comté et nous connaissent et nous rencontrent, mais d'autres ne savent pas encore qui sont les médias de la région, je peux vous le dire, et les comtés ne connaissent pas un peu ce qui se passe. C'est pas facile quand l'éthique nous empêche de courir après eux et de vous les présenter, alors on les attend. Vous nous avez joints à TMIS TV et nous vous en remercions. Passez une excellente semaine.